Python, on en entend parler absolument partout, n'est-ce pas? Mais par où on commence concrètement? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir. On va décomposer ensemble les concepts de base, les fameuses briques fondamentales qui permettent de construire à peu près n'importe quoi avec ce langage. C'est assez fou quand on y pense, mais Python est littéralement partout autour de nous. Souvent, on ne s'en rend même pas compte. C'est pourtant lui, le moteur qui est derrière une bonne partie de l'intelligence artificielle, de la science des données, et même de pas mal d'applications web qu'on utilise tous les jours. D'accord, mais pourquoi un tel succès? C'est quoi son secret? En fait, ça tient en un seul mot, la simplicité. Le vrai super pouvoir de Python, c'est sa lisibilité. C'est-à-dire que le code est tellement clair qu'on a presque l'impression de lire une phrase. Et ça, croyez-moi, ça change tout. Alors voilà le programme, on va y aller étape par étape. D'abord, on va voir pourquoi Python est si simple à prendre en main. Ensuite, comment on stocke des informations. Puis, comment faire en sorte que notre code prenne des décisions et répète des actions. Après ça, on s'attaquera à l'organisation des données. Et pour finir, on verra comment construire nos propres outils, ce qu'on appelle des fonctions. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Cette fameuse lisibilité dont je parlais, c'est vraiment la clé. C'est ce qui rend Python si accueillant pour les débutants. En fait, en enlevant toute la complexité superflue qu'on peut trouver dans d'autres langages, eh bien on peut se concentrer sur l'essentiel, la logique de ce qu'on veut construire. Bon, maintenant, imaginez qu'on est sur un chantier. Avant de construire quoi que ce soit, il faut des matériaux, des briques, du ciment. En programmation, c'est pareil. Nos matériaux, ce sont les données. Et tout comme sur un chantier, il faut un endroit bien précis pour stocker ces matériaux avant de les utiliser. Et cet endroit de stockage, eh bien, ça porte un nom, une variable. L'image la plus simple, c'est celle d'une boîte. Voilà, on met une info dedans, n'importe laquelle, et on colle une étiquette dessus avec un nom. Comme ça, dès qu'on a besoin de cette info, on appelle la boîte par son nom, et hop, on peut s'en servir. Regardez ces exemples, c'est très parlant. On a une boîte Age qui contient 25, une boîte nom avec Alice dedans, et là où Python est vraiment malin, c'est qu'on n'a même pas besoin de lui préciser que 25 est un nombre et Alice du texte. Non, il le comprend tout seul. Ça rend le code beaucoup plus net et direct. Alors, quels sont ces fameux matériaux qu'on peut mettre dans nos boîtes? En gros, il y en a 4 principaux. On a les int pour les nombres entiers, les floats pour les nombres à virgule, les str pour string, c'est le texte, et enfin les bools pour booléen qui peuvent juste être vrai ou faux. Avec ça, on peut déjà faire énormément de choses. C'est la base de la base. Bon, ça y est, on a nos matériaux, ils sont bien rangés dans nos boîtes. Maintenant, il est temps de mettre un peu de vie là-dedans. On va ajouter de la logique, de l'automatisation pour que notre code commence à réfléchir, à prendre des décisions et à faire des choses intéressantes. Mais comment un programme peut-il faire un choix? En fait, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. C'est exactement comme nous dans la vie de tous les jours. On regarde par la fenêtre, est-ce qu'il pleut? Si la réponse est oui, alors on prend un parapluie. Sinon, on le laisse. Eh bien, le code, il fait exactement pareil. Et pour faire ça, on utilise 2 petits mots magiques, if et else. Si et sinon. Ça crée une véritable bifurcation dans le code. Si la condition est vraie, par exemple si l'âge est inférieur à 18, alors le code exécute une action. Sinon, il en exécute une autre. C'est un chemin ou l'autre, mais jamais les deux en même temps. Passons maintenant à la répétition. Imaginez devoir faire 100 fois la même tâche. L'horreur. C'est là qu'interviennent les boucles. Et ça, c'est un outil d'une puissance incroyable. Pensez vraiment à une chaîne de montage dans une usine. On définit une tâche et la boucle l'exécute automatiquement encore et encore. Prenons un exemple tout simple, la boucle for. Quand on écrit range 3, on demande à Python de nous créer une petite séquence de chiffres, 0, 1 et 2. La boucle va alors exécuter son code une fois pour chaque chiffre. Au premier tour, il vaut 0 et on affiche 0. Au deuxième tour, il vaut 1, on affiche 1. Troisième tour, il vaut 2, on affiche 2. Et c'est fini, la boucle s'arrête. Simple et super efficace. D'accord, on sait stocker une info dans une boîte, c'est super. Mais si on a une liste de 50 fruits, ou les noms de 200 élèves, on va pas créer 200 boîtes, ce serait un vrai cauchemar à gérer. C'est pour ça qu'on a besoin de conteneurs plus grands, plus intelligents, pour organiser tout ça. Et le premier de ces conteneurs, le plus fondamental, c'est la liste. L'analogie de la liste de courses est absolument parfaite. Pourquoi? Parce que les articles sont dans un certain ordre et surtout, on peut la changer. On peut rayer un article, en ajouter un autre à la fin. Elle est vivante, elle est modifiable. Et ces listes, elles sont super pratiques. On peut par exemple demander quel est le tout premier élément. On peut ajouter un truc à la fin de la liste. On peut enlever le dernier élément ou même demander combien y a-t-il d'éléments en tout. Bref, c'est un outil de gestion de données hyper flexible.
Alors attention, la liste a un cousin qui lui ressemble beaucoup, le tuple. La seule, l'unique, mais alors l'énorme différence entre les deux, c'est que la liste est modifiable et le tuple, non. Une fois qu'un tuple est créé, il est figé, gravé dans le marbre pour toujours. C'est la seule chose à retenir. Vient ensuite le dictionnaire. Alors là, la meilleure image, c'est le répertoire de contacts d'un téléphone. Quand on cherche le numéro de quelqu'un, on ne regarde pas qui est le 10e contact de la liste. Non. On cherche par son nom, ça, c'est la clé, pour trouver son numéro, ça, c'est la valeur. Regardez cet exemple. Pour avoir le nom de la personne, on ne va pas dire « donne-moi l'élément en position 0 ». Non, on va dire « donne-moi la valeur associée à la clé nom ». Et paf, il nous renvoie Alice. C'est une façon beaucoup plus logique d'organiser des informations qui vont ensemble. Ok, récapitulons. On a nos matériaux, les données, on a nos conteneurs pour les organiser, on a les bases, il est temps de passer au niveau supérieur, la construction. On va voir comment empaqueter notre logique dans des sortes d'outils sur mesure réutilisables à l'infini. Le problème est toujours le même en programmation. Comment être efficace? Comment éviter de réécrire 10 fois la même chose? Eh bien la réponse, elle tient en un mot, les fonctions. Une fonction, c'est vraiment comme une petite recette. On commence par la définir avec le mot def, on lui donne un nom, ici carré, on précise ce dont elle a besoin en entrée, ici un nombre x. Ensuite, à l'intérieur, on écrit la tâche à effectuer. Et à la toute fin, avec return, la fonction nous donne le résultat final. C'est un petit bloc de code autonome qu'on peut appeler quand on veut. Et voilà, on a fait le tour de la boîte à outils. Pour résumer, on a les variables pour stocker l'info, on a la logique, if else et les boucles pour prendre des décisions, on a les structures de données comme les listes pour bien organiser tout ça, et enfin, les fonctions pour créer nos propres outils réutilisables. Ce sont vraiment les 4 piliers. Et le plus incroyable, c'est que ce sont exactement ces quelques briques de base, une fois assemblées, qui permettent de construire les applications les plus folles de l'IA au web. Toutes ces briques sont là, à disposition. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec ?